Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. On était très nombreux à attendre l'adaptation de la série littéraire imaginée par Andrzej Sapkowski en 90 qui lançait les aventures de Geralt de Rive. J'ai pu visionner les 8 épisodes de la première des 7 saisons promises par Lauren Isrich. Oui, en fait elle a parlé de 7 saisons potentielles, mais pour l'instant Netflix n'a signé que pour 2 saisons, avec une seconde qui est déjà en préparation, le tournage qui débutera le 17 février 2020, et la saison devrait voir le jour en 2021. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 1 ? Est-ce qu'elle peut atteindre le niveau de Game of Thrones dans le cœur du public ? Et surtout, est-ce que Netflix tient enfin sa grosse affiche pour les années à venir ? Passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. Geralt de Rivie est un sorceleur sur les terres polonaises dans un univers de dark fantasy inspiré des plus grandes histoires de la mythologie slave. La mythologie slave reste assez vague dans ses sources parce qu'il s'agissait principalement d'histoires orales racontées d'une génération à l'autre. Les premières sources écrites datent de l'Antiquité avec Procope de Césarée qui commence à mettre par écrit les mythes qu'il a pu entendre dans ses missions pour l'empereur Justinien en 540. On retrouve dans The Witcher tout le bestiaire de cette mythologie slave et les bases religieuses de la région, avec au centre des choses un rapport important avec la nature et l'arbre-monde qui se trouverait au centre de tout, mais j'y reviendrai dans la vidéo. Geralt en tout cas est un personnage solitaire, un chasseur de primes qui se balade sur les terres polonaises à la recherche de contrats pour éliminer les monstres. Le sorceleur est en général un vagabond qui a été recruté et qui a été exposé à des modifications biologiques, à des mutations qu'il transforme en machine à tuer dotée de pouvoirs et de capacités hors du commun. Les sorceleurs ne peuvent pas se reproduire et ont pour habitude de rester seuls, sans attache, mis à part les quelques rencontres qu'ils peuvent faire sur leur chemin. La série débute sur une scène sombre et violente avec le combat entre Geralt et un monstre dégoûtant qui vit au milieu des marais et qui s'attaque à toutes les créatures qui approchent. Il s'agit d'une Kikimora, une créature qui ressemble à une énorme araignée à la peau noire et avec des crocs effilés. Les Kikimora vivent normalement en groupe avec une reine, un peu comme une colonie d'insectes. Celle-là avait l'air d'être seule et les terres de The Witcher sont sur ce point assez différentes des jeux vidéo de CD Projekt parce que les créatures ne sont pas aussi nombreuses sur le chemin de Geralt que ça pouvait être dans les 3 titres adaptés sur PC et console. En tout cas, le chemin du sorceleur est solitaire et Geralt est au fond un homme sauvage qui cherche qu'à rester aussi loin que possible des liens avec d'autres personnages par peur de s'attacher et de devenir pour eux une source de problèmes ou que cette relation ne devienne une potentielle source de souffrance. Par contre, il garde quand même régulièrement des contacts avec la population locale et principalement la population féminine avec qui il a des liens assez forts. Henry Cavill, qui interprète Geralt de Rive, surjoue un peu le personnage sombre et mystérieux à certains moments. On retrouve dans le sorceleur des traces d'un Dark Knight, un peu comme si Cavill avait été frustré d'incarner Superman face à un Batman plus sombre et charismatique. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que Geralt est très souvent assez morose, et le ton grave et lugubre de sa voix en VO lui donne un aspect encore plus sombre. Le Geralt des romans est un peu sauvage lui aussi, mais il est très souvent froid et acide avec un humour très pince sans rire, la plupart du temps involontaire, mais toujours précis et efficace. Découvrir ce sorceleur vu par Lauren Isrich a globalement été un plaisir, même si quelques fausses notes sont venues gâcher mon plaisir dès le départ. Sans spoiler quoi que ce soit, les 2 premiers épisodes servent globalement à nous mettre dans le décor et à présenter tous les événements importants qui vont être abordés au fil des 6 épisodes suivants. L'idée était bonne, mais tout est lancé beaucoup trop vite et les personnages ne nous laissent pas le temps de s'attacher à eux. Du coup, on décroche parce que ça devient vite fouillis. Les choses s'améliorent à partir du 3e épisode et la saison monte crescendo avec une mise en scène de très bonne qualité et quelques twists assez sympas sur les 3 derniers épisodes avec des découvertes qu'on n'attendait pas. Toute cette première saison se déroule sur 3 arcs des 3 personnages principaux, à savoir Geralt d'abord en parallèle avec Ciri, la princesse de la cité de Cintra, et finalement Yennefer, une jeune femme difforme qui va découvrir la magie à Aretuza. On passe un très bon moment au fil des 6 épisodes valables, et ce début mitigé annonce quand même une très belle saison dont le tournage débutera le 17 février prochain. Si vous ne connaissez pas The Witcher, n'ayez pas peur. Si vous avez lu les livres, vous découvrirez qu'il y a des petites différences, mais elles sont toutes justifiées par le rythme qui est donné à la série.
On passe maintenant à la partie avec spoiler, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à me rejoindre sur la chaîne. Les allergiques aux spoilers, passez votre chemin, on passe aux choses sérieuses. Sa rencontre avec Renfri dans le premier épisode sera le passage déterminant dans la construction du personnage parce que la princesse de Credon l'aura profondément touché en faisant ressortir ses mauvais côtés et en le mettant face à des décisions extrêmement difficiles. C'est le sorcier Stregobor qui les mettra en relation parce que c'est lui qui va donner la mission à Geralt de se débarrasser de cette princesse qui serait selon lui une des filles du démon Lilith. Stregobor a d'ailleurs dans la série une position bien plus importante que dans les romans parce qu'il siège à la confrérie des mages alors que dans les livres il n'a jamais atteint ce niveau. En tout cas, on se rend rapidement compte que Stregobor va devenir dans la vie de Geralt une bonne petite épine dans le pied, surtout après la mort de Renfri et la manipulation des foules pour faire passer le sorceleur pour celui qui serait à l'origine de ce qui va rester dans les mémoires comme le massacre de Blaviken. J'ai vraiment apprécié dans cet épisode le combat avec Renfri parce que c'était une véritable torture pour Geralt et il était obligé d'aller jusqu'au bout à cause de cette femme qu'il a l'air d'aimer profondément, mais qu'il pousse dans ses derniers retranchements. Geralt lui aura finalement proposé tout un tas de portes de sortie pour lui laisser une deuxième chance et quitter cette vie de souffrance. On le verra pendant toute la saison, mais cet épisode avec Renfri est vraiment la première pierre qui a construit Geralt dans ses réactions à venir, et qu'il persuadera définitivement que le fameux moindre mal qui est introduit dans cet épisode reste finalement un mal comme les autres, mais plutôt une sorte d'excuse pour les hommes pour justifier des actes aussi pourris les uns que les autres. Concernant la suite, on découvre quelques détails sur le passé de Geralt, sur son enfance, sur sa transformation en sorceleur avec Vesemir, et sur sa mère. Il y a clairement une notion de destin bien ancrée pour Geralt et une gigantesque toile qui se tisse autour de lui, de Ciri et d'Yennefer. Le 6e épisode et la chasse au dragon nous permet d'entrevoir que Borch était là au moins dans la vision que peut avoir Geralt quand il est en train de délirer suite à la morsure du Necker. Et finalement, le dernier épisode, en plus de mettre en place la rencontre entre Geralt et Ciri, dévoile toute la partie que Geralt essayait de cacher depuis le début sous une épaisse couche de sauvagerie et de mystère qu'il essayait de laisser traîner derrière lui. On découvre aussi dès le premier épisode la ville de Cintra et le second personnage principal qui est Ciri. La princesse du royaume est l'héritière de la reine Calante. Cyrilla Fiona Rhiannon est la fille de la princesse Pavetta et de Denis qui seraient tous les deux morts dans un naufrage. Dans les livres, elle a à peine une dizaine d'années au début de la guerre. On devrait imaginer qu'elle devrait avoir environ 14 ans au pire en étant généreux. Elle est interprétée par Freya Allan qui a 18 ans, mais c'est le syndrome Game of Thrones qui a obligé la production à faire les mêmes choix que HBO en donnant des rôles de jeunes enfants à des adolescents parce que c'est plus facile de diriger un jeune adulte qu'un gamin, même s'il est terriblement doué comme acteur. Oui, c'était encore plus choquant pour Game of Thrones, mais certains passages étaient tout simplement impossibles à rendre à l'écran avec des enfants vu la violence de certaines scènes. En tout cas, Ciri débute l'aventure dans le palais de Cintra, bien protégée de la violence de la réalité qui l'entoure et du monde qui se trouve juste derrière les murailles de la capitale. Elle va rapidement être confrontée à tous les aspects les plus sordides de cette sombre réalité dès que les soldats de Nilfgaard vont faire leur entrée dans la ville et qu'elle perdra sa grand-mère dans des circonstances dramatiques. Son personnage se construit, elle, dans la douleur et dans la souffrance. La jeune princesse un peu rebelle et insolente découvre donc rapidement que le monde est bien plus dangereux et plus sombre que ce qu'on avait pu lui laisser voir pendant sa jeunesse. Elle découvre les sombres secrets de sa grand-mère et c'est un moyen assez habile de présenter aux spectateurs quelques concepts importants qui ont construit la vie locale avec le massacre des elfes par la ville de Cintra. Du coup, même si Nilfgaard semble être visiblement l'empire du mal, on se rend rapidement compte que c'est pas le bien contre le mal, mais le mal contre un autre mal un peu plus puissant et un peu plus vicieux. Dans les romans, après le massacre de Cintra, personne ne revoit la jeune Cyrilla, et on suppose qu'elle a été assassinée et son corps jeté dans une fosse commune. C'est grâce à cette rumeur que la jeune fille réussit à s'échapper et à se cacher des soldats de Nilfgaard. Le massacre de Cintra et la bataille qui précède ce massacre sont assez impressionnants, même si on a du mal à s'attacher à des personnages qui manquent de charisme et qui meurent beaucoup trop vite. On se rend compte de la gravité de l'épisode et du traumatisme que ça représente pour la gamine qui avait été traitée comme une petite princesse pendant toute sa courte vie au palais. On voit que toutes les découvertes que fait Ciri vont la construire comme une femme forte et dotée d'empathie. Deux ingrédients indispensables pour pallier à des pouvoirs qu'elle découvre petit à petit et qui ont l'air d'être assez dévastateurs. Dès le premier épisode d'ailleurs par son cri, elle réussit à creuser une faille qui la sépare du chevalier noir de Nilfgaard. Ce chevalier noir s'appelle Cahir et il est interprété par Eamon Farrell. Il manque un peu de charisme comme bad guy de façade de l'histoire et l'arc de sa relation avec Ciri est assez mal dirigé parce que son personnage dans les romans a aidé cette même Ciri à s'échapper de la capitale pendant le massacre de Cintra. C'est ça,
et d'ailleurs Kahir essaye de révéler ce détail à la jeune fille, mais tout reste flou, et il parle ensuite à Fringilla en reprenant son statut de chasseur impitoyable. Cette partie manque de clarté, on n'y comprend pas grand chose, même si j'avais quelques espoirs sur une ou deux pistes lancées avant la fin de la saison. Je suis resté sur ma faim. Donc on découvre rapidement que la jeune fille est importante à cause des pouvoirs impressionnants qui font d'elle un atout potentiel dans la bataille comme arme puissante. En fait, tout le monde a l'air de connaître le potentiel de Ciri, mais pas elle, ce qui est assez drôle à voir en fait. Et en découvrant les 3 derniers épisodes, j'ai finalement compris la ligne voulue par Lauren Isrich à propos de la princesse. Tout devait donc être révélé sur la fin, grâce à un croisement de différentes timelines pour faire le lien entre le massacre du premier épisode et les coulisses de ce même massacre vu par les autres personnages. C'est plutôt bien pensé, mais ça m'enlève pas le petit goût amer qui m'était resté après l'épisode 2. En tout cas, la construction de cette gamine, qui est destinée à régner, est faite dans la douleur et dans la solitude. On se rend compte qu'elle pourra devenir une reine éclairée à voir quelles erreurs son entourage a pu commettre et qu'elle a vraiment du mal à comprendre ou à assumer. Troisième axe de cette première saison et très certainement de la série, Yennefer est littéralement sortie de la merde. Son père a été violent et toxique avec elle pendant sa petite enfance à cause de sa difformité physique. Par la suite, sa mère, qui avait tenté de la protéger de ce père agressif et violent, lui reproche le manque d'amour de son père et se met elle aussi à l'abattre. On retrouve à cause de ces passages traumatisants une rage liée à son passé dans la scène face au miroir qu'elle brise avec toute sa colère parce que l'image qu'elle y voit est celle de la fille qui n'a jamais été aimée par son père et qui du coup a entraîné la haine de sa mère. Le père la vend d'ailleurs comme un simple cochon à la mage Tissaia pour quelques pièces avant qu'elle fasse son entrée à Aretuza. Yennefer de Vengerberg est interprétée par Anya Chalotra, et son enfance n'est pas autant développée dans les romans, même si on sait qu'elle a été maltraitée par son père pendant toute sa jeunesse, mais sans plus de détails. On voit l'évolution de son personnage de la fille fragile, torturée par la rage et la honte, à la sorcière Yennefer, dangereuse et terriblement attirante, avec des capacités de destruction assez avancées, et elle va en user et en abuser, même au détriment de Geralt après leur rencontre. Son personnage est généreusement sexualisé et le manque d'affection qu'elle a pu avoir pendant sa jeunesse la pousse à des scènes assez étranges où elle s'exhibe avec Istred face à un groupe de spectateurs forcés à être là pour l'occasion. Après sa transformation, on voit d'ailleurs que ses penchants évoluent d'exhibitionniste à simple voyeur et spectatrice quand elle contrôle toute une partie de la population de Novigrad pour les pousser dans une orgie permanente, presque comme une décoration vivante pour sa chambre à coucher. Yennefer débute pauvre, déformée, fragile, absolument pas sûre d'elle, et après être passée à Aretuza sous la direction de Tissaia de Vrij, et après avoir découvert une partie de ses capacités, elle réussit à se transformer en femme fatale encore une fois dans la douleur, et réussit même à contourner les consignes du chapitre des mages pour éviter de partir à Nilfgaard et refile la mission à la pauvre Fringilla. On se rendra rapidement compte d'ailleurs que cet acte aura des conséquences dramatiques. On découvre qu'elle aura finalement passé 30 ans en tant que conseillère pour le seigneur d'Edirn et qu'elle aura pris la fuite après avoir abandonné la femme du seigneur face à l'assassin envoyé pour simplifier la succession du royaume. Comme l'a dit Tissaia, elle a longtemps vécu dans la douleur, même si Yennefer lui a rappelé qu'à présent c'est elle qui inflige la douleur. Et que ce soit pour elle ou pour son entourage, la notion de douleur est toujours prédominante dans la vie de la sorcière, et malheureusement aussi indirectement pour le pauvre Geralt. Par contre, son évolution en fin de saison l'a définie comme la Yennefer qu'on a pu retrouver dans le 3e opus des jeux vidéo du sorceleur. Elle devient potentiellement la plus puissante de tous, jusqu'à ce que la jeune Ciri dévoile toutes ses capacités. Yennefer s'assagit après avoir profité de la vie, elle gagne en tranquillité, en prudence et en modestie. Le passage de l'attaque de Nilfgaard sur Sodden est déterminant dans la construction de Yennefer, et cette scène de destruction massive rappelle clairement la cinématique d'intro de The Witcher 3, avec une magicienne toute puissante et qui inspire la terreur. Elle restera de toute façon une âme solitaire et même si elle est liée à Geralt par le vœu qu'elle a fait au djinn, elle assume sa liberté et comme le sorceleur, elle cherche aussi le plaisir avec d'autres hommes tout en gardant au fond des sentiments extrêmement forts. En ajoutant à ça son rapport avec Ciri qui est annoncé pour la saison 2, on découvrira comment se construit cette famille un peu tordue et complètement hors norme. Vous allez me dire que je fais encore le difficile et que l'univers du sorceleur est quand même passionnant, mais je vous avoue que les 2 premiers épisodes de la série m'ont littéralement fait chier et avaient l'air un peu bordéliques et mal construits. J'ai eu la sensation que Lauren Isrich essayait avec le contenu de Sapkowski de reproduire les ingrédients qui avaient fait de Game of Thrones un pilier de la dark fantasy à la télévision, mais d'une manière assez maladroite et bâclée. Le personnage de Ciri est intrépide, rebelle et agile comme Arya, ou même comme Lyra dans La Croisée des Mondes. Le suicide de Calanthe, qui est clairement inspiré des derniers moments de Tommen Baratheon dans la saison 6 de Game of Thrones, ou encore le massacre de Cintra, qui rappelle clairement la chute de Port-Réal et son passage par le feu de Daenerys et de ses dragons. On ne peut pas dire que l'œuvre de Sapkowski est inspirée de celle de George Martin, parce qu'elle a été éditée quelques années avant, mais en termes de mise en scène, on retrouve clairement des inspirations de HBO,
Au moins en tout cas pour les 2 premiers épisodes qui ont vraiment l'air d'un gros fourre-tout balancé en début de saison pour justifier toutes les allusions qui vont être faites un peu plus tard. Pour tout vous dire, j'ai vraiment eu l'impression que la série débutait vraiment à l'épisode 3 avec le passage de l'Astrige qui est extrêmement bien construit et bien rendu à l'écran. Là où la Kikimora était juste mal faite avec des effets spéciaux dignes des années 2000, où les effets de lumière qui traversent la peau et les textures de la peau sont juste absents et qui donnent un aspect plastique à une créature qui était au départ pourtant assez bien dessinée. D'ailleurs l'Astrige, qui est visiblement un simple costume, est bien plus réaliste et impressionnante que peut l'être la Kikimora. Le problème c'est que quand on veut faire bonne impression, on n'a pas 50 tentatives, et j'ai finalement trouvé la première scène assez mal faite, alors que ça devait être la scène choc qui devait nous mettre en appétit. De la même manière, comme je l'ai déjà dit, les personnages qui sont amenés dans les 2 premiers épisodes, que ce soit Calante, Ace, Laszlo, et même les sorcières en formation à Aretusa, tous ces personnages qui meurent finalement assez vite, ou qui souffrent, sont mal amenés et on s'y attache pas assez pour qu'on ressente quelque chose pour eux. Du coup leur mort apporte pas grand chose, sauf peut-être celle de Calante parce qu'elle a un impact sur Ciri. Mais ça arrive beaucoup trop vite, et même si l'intention était bonne au départ de donner le plus possible de contenu pour permettre à tous les spectateurs de comprendre, ça m'a personnellement fait décrocher, et je pense que certains seront rebutés par un manque de mystère dans le premier épisode. Là où finalement Game of Thrones avait marqué tout le monde en faisant monter tranquillement la pression jusqu'à la première touche de fantasy qui apparaît qu'à la toute fin de la première saison. Il faut quand même préciser que finalement Netflix est plutôt respectueux de l'œuvre de Sapkowski. Finalement parce que les 2 premiers tomes sont des recueils de nouvelles et donc un cumul de petites histoires et aventures sans grande ligne directrice. Au moins jusqu'à la rencontre de Geralt, Yennefer et Ciri. Oui, je suis d'accord. Mais un début de saison à l'épisode 3 avec une série de flashbacks pour expliquer telle ou telle allusion aurait été tout aussi efficace sans qu'on ait l'impression comme là d'assister au déballage de tous les moments importants sur lesquels la production voulait pas perdre de temps. Les 3 derniers épisodes par contre apportent des révélations, au moins quelques révélations qui permettent de comprendre là où voulaient en venir les producteurs au début de la série. L'astuce de l'axe de vision de la même scène par différents personnages est habile et peut-être un petit peu trop pratique finalement parce qu'on entend les paroles chuchotées par Maussak à Calante, la présence de Geralt en retrait de la fuite de Ciri, et encore une fois leur croisement dans un moment essentiel. Non, ils l'avaient pas vraiment abandonné, et le destin les a écartés avant que leur rencontre ne devienne vraiment nécessaire et inévitable. Ciri devait souffrir durant toute la saison pour se construire et passer de la petite fille pourri gâtée à la vraie princesse au pouvoir potentiel effrayant tellement ils sont immenses. On est d'accord qu'une rencontre de la Ciri du départ et Geralt aurait plutôt mal fini. Et tout est finalement logique. La toute fin de la saison en mode cliffhanger est une torture parce qu'elle clôture la fuite de la princesse, mais ouvre des pistes vers une recherche de Yennefer. Comment Ciri a connu l'existence de la magicienne? Est-ce que c'est le déclenchement de la vraie nature de ses pouvoirs qui lui a ouvert l'esprit? Ciri était importante par sa puissance potentielle, mais elle cache un pouvoir bien plus destructeur et sombre que ce qui était sous-entendu par sa grand-mère et par le mage de Cintra. La saga de Sapkowski est qualifiée de progressiste par beaucoup, et la série nous montre clairement que l'aspect féministe est mis en avant dans les 8 épisodes qui nous sont proposés par Netflix. Que ce soit Calante qui tient la cour de Cintra avec une main de fer et qui part régulièrement démonter des mâchoires sur le champ de bataille, les sorcières qui sortent d'Aretusa et qui sont envoyées officiellement comme conseillères dans les plus grandes cours du pays sont littéralement les manipulatrices qui orientent les politiques locales pour favoriser la toute-puissance du chapitre des mages sur tous les royaumes. Les dryades de la forêt de Brokilon qui inspirent la peur même à l'armée impressionnante de Nilfgaard, Yennefer qui est capable de prendre le contrôle d'une partie de la population de Novigrad et qui fait du seigneur local son petit animal de compagnie, et je parle même pas de Renfri qui est bien plus badass que la plupart des gros bras de Blaviken. Même les monstres sont en général des âmes de jeunes femmes transformées en monstres, comme la Kikimora, l'Astrige ou même certaines autres créatures que Geralt peut rencontrer dans son voyage. Les femmes jouent donc dans l'adaptation de Netflix un rôle primordial, même quand elles sont que des jeunes filles comme Yennefer à ses débuts, ou Ciri dans sa fuite initiatique à la découverte de son passé, de ses origines, ou de ses pouvoirs qui la placent comme l'arme la plus dangereuse du royaume et presque une arme de destruction massive potentielle. D'où peut-être l'attaque de Nilfgaard qui préfère anticiper avant de prendre une bonne grosse claque dans sa tête, vu le passif qui existait entre Cintra et les elfes. D'ailleurs, là où Yennefer est largement sexualisée, elle n'est pourtant pas limitée à un aspect séduisant ou féminin. Elle est puissante, elle est dangereuse et elle était déjà capable de séduire Istred alors qu'elle était encore difforme. Yennefer est donc une femme forte, bien plus puissante et capable que la plupart des hommes de l'aventure, et on voit même qu'elle est capable, comme Renfri d'ailleurs, de tenir Geralt par le bout du nez, sans vouloir être graveleux d'ailleurs en disant par quel autre bout elle pourrait le tenir. Le deuxième aspect qui ressort de la série est la notion de racisme ou de xénophobie qui est palpable dans tous les niveaux de la population, que ce soit à Blaviken, à Cintra ou à Novigrad. Les elfes sont l'exemple le plus parlant, ils ont été victimes d'une véritable épuration par la reine Calante,
pour des raisons assez obscures et repoussés dans des zones où rien ne pousse, où ils sont contraints de voler pour survivre comme ils peuvent. La notion de racisme est primordiale dans les romans de Sapkowski, et on peut le voir à tous les niveaux, à cause de l'époque, le Moyen-Âge et la souffrance qui marque le quotidien des populations. Les sorceleurs sont rejetés et détestés parce qu'ils ont un physique à part et des pouvoirs inquiétants, même s'ils rendent service à la population. Les sorcières, elles aussi, sont rejetées, même si elles font un peu trop peur pour qu'on s'attaque directement à elles. Les elfes sont en tout cas les victimes les plus marquées de ce racisme palpable. Tout ce qui n'est pas local ou qui n'a pas le look local est considéré comme une menace par la population parce que les gens manquent de tout et sont menacés par des créatures terrifiantes assez régulièrement. On voit d'ailleurs que même l'attaque lancée par Nilfgaard est en quelque sorte causée par des propos insultants et racistes de la reine Calante sur un seigneur des elfes qui a été très certainement remplacé après ça par un autre seigneur bien plus tranché dans ses positions et qui a lancé la guerre qui a provoqué la chute de la ville de Cintra. Et indirectement, on remarque à plusieurs moments que la manipulation des foules est une pratique courante de la part des mages et des sorciers pour arriver à leur fin. Stregobor transforme Geralt en boucher de Blaviken grâce à ses pouvoirs de manipulation. Yennefer prend le contrôle de tout un village grâce à sa puissance magique, et la manipulation de l'esprit est même un des signes maîtrisés par Geralt pour sortir de certaines situations. N'oublions pas aussi le personnage de Jaskier qui essaye par la musique de rétablir la réputation du sorceleur dans le royaume en faisant une énorme campagne de pub, quitte à parfois déformer un petit peu la vérité pour rendre le travail de Geralt un peu plus séduisant pour des clients potentiels. Oui, on s'éloigne un peu du racisme là, mais on reste dans l'opinion publique, et surtout comme j'aborde le personnage de Jaskier, je vous supplie de regarder au moins pour lui la série en VO. Parce que pour moi, sa voix manque de charisme, et la traduction de ses chansons n'est pas du tout à la hauteur. J'avais même parfois l'impression d'entendre des génériques du Club Dorothée chantés par Bernard Minet. Alors que la VO est tellement accrocheuse que Netflix avait presque réussi à créer une musique signature en plein milieu de certains épisodes avec les chansons officielles du sorceleur. Histoire d'en finir avec les notions importantes de la série, on peut clairement observer que cette adaptation respecte clairement l'œuvre de Sapkowski en éliminant toute idée de manichéisme dans l'aventure de Geralt, de Ciri ou de Yennefer. Aucun des personnages n'est ni profondément bon ni profondément mauvais. Geralt a un fond de justicier, mais il a aucun remords à éliminer des obstacles sur son chemin. Yennefer, qui a pourtant connu le rejet, devient une magicienne toute puissante et sans aucune pitié pour les victimes qu'elle peut simplement utiliser pour son plaisir ou faire souffrir pour assouvir ses fantasmes. Et Ciri, qui pourrait se révolter à certains moments devant des pratiques qui la choquent, sait rester neutre pour sauver sa peau avec une bonne dose de pragmatisme. À plusieurs moments, le concept de moindre mal est présenté à Geralt et le sorceleur rappelle qu'il n'y a pas vraiment de moindre mal, et que c'est juste un concept qui est utilisé par les enfoirés pour justifier certaines pratiques qui simplifient leur quotidien. Plusieurs passages sont juste choquants dans la série, mais passent quand même parce que l'ensemble ne peut pas être regardé en termes de blanc ou de noir, mais plutôt en niveau de gris. La formation à Aretuza mène à l'utilisation de l'énergie de certains élèves juste pour donner du pouvoir à l'école en elle-même. Geralt aide le roi Foltest en sauvant sa fille qu'il a eue avec sa sœur, donc un enfant de l'inceste. Calante passe au départ pour la reine fière et juste victime d'une invasion choquante, mais on s'aperçoit qu'elle a dans son passé des actes dont elle devrait avoir honte et que finalement Ciri a du mal à assumer. Et le principe de la forêt de Brokilon et les peuples des Dryades qui sont juste incapables de laisser entrer des étrangers. Le fil rouge qui se construit petit à petit au fil de la saison est celui de la marche de l'empire de Nilfgaard sur tout le territoire. On ressent une force obscure, un espèce de rouleau compresseur qui avance sans pitié sur les peuples et sur les villes. Même si c'est Cintra qui est la première victime à l'écran, on se rend compte rapidement que la chute de cette ville était inévitable. L'empire nilfgaardien est une claire référence à l'empire romain sur un bon paquet de détails. Que ce soit son prosélytisme, sa religion du grand soleil qui rappelle le Sol Invictus des légions romaines, le comportement des armées tenues par la force, l'entraînement des mages et des soldats comme des esclaves, même les armures ont une inspiration claire de celle des légions romaines. Son comportement et l'image qui en ressort sont eux clairement négatifs, et plusieurs détails rappellent l'empire de Star Wars dans le comportement des armées, ou la religion des Sept de Game of Thrones dans l'embrigadement presque sectaire et intolérant de la religion du grand soleil. C'est peut-être le seul aspect de la série qui est marqué comme profondément mauvais. Au niveau des héros par contre, chaque personnage a une part d'ombre et de justicier plus ou moins bien répartie. On ne peut pas détester l'un sans lui trouver des raisons pour ses actes, et on ne peut pas être derrière l'autre sans être dérangé par certaines de ses décisions. Le monde de The Witcher est plein de nuances et de tâches plus ou moins sombres qui en font une série hors norme, même si elle n'atteint pas encore le niveau de la référence en la matière. C'est ça, comme pour Carnival Row sur Prime Video ou À la croisée des mondes sur OCS, on n'est pas au niveau de la perfection, mais les saisons à venir promettent de bons moments et il faut que les productions prennent leur temps et tombent pas dans le piège dans lequel est tombée la Warner avec le massacre de l'univers étendu DC Comics par la volonté de vouloir faire trop vite et trop gros.
Merci d'avoir suivi la vidéo, j'ai pas pu aborder tous les détails, j'ai fait une approche plutôt thématique. Et j'ai essayé d'être le plus complet et objectif possible. On se retrouve rapidement pour mon top 10 des séries de l'année 2019 maintenant que j'ai pu voir toutes les productions. Et après Noël, je vous abandonne pour aller essayer mes snowfit sur les pistes de ski pendant une petite semaine. Comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter pour avoir toute l'actualité que je peux dénicher, ou sur Instagram avec des news et des stories aussi originales que possible, qui traitent à peu près des mêmes sujets. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Si vous voulez m'aider, vous avez Utip où vous pouvez regarder quelques vidéos sans dépenser un centime. Et Tipeee, vous avez le droit de vous libérer de quelques euros pour m'aider dans mon travail. Je vous souhaite un bon week-end et bonne fête. Et je vous dis à très bientôt pour du contenu proposé avec passion et avec amour. En tout cas, vous connaissez la suite, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté, et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo. Everybody gonna know. So fly like the F-16. Big stare with their mouth wide.